Bonjour. Non loin du hameau de Porto Maurizio, entre Gênes et Nice, sur une petite route, par une chaude après-midi d'automne, elle marche seule à l'ombre de grands arbres, quand elle aperçoit un cavalier qui s'approche d'elle à vive allure. Francesco Grimaldi descend prestement de sa monture et la salue avec empressement, agréablement surpris de cette rencontre imprévue et en secret longtemps espérée. Il est vêtu d'une tunique courte serrée par une ceinture, appelée surcotte, et il arbore une imposante barbe bouclée, comme sa longue chevelure ramassée en un covimbo, sorte de chignon relevé sur le sommet de la tête. Nos chemins, lui dit-elle, ne se sont pas croisés depuis 2 mois, 2 mois qui m'ont semblé très longs. Chercherais-tu à m'éviter? Francesco, troublé par le regard pénétrant et le sourire engageant de son interlocutrice, tente de se disculper. Nullement, mais tu sais bien que ta famille n'apprécie guère mon engagement auprès des Guelfes, et je crois qu'elle apprécierait encore moins que je m'entretienne avec toi sans témoin. Ne serait-ce pas plutôt que tu préfères la compagnie des chevaux à la mienne? Minauda la belle sur un ton de doux reproche. Francesco fut à la fois surpris par l'audace de la jeune fille et sensible à ses avances à peine voilées, qui réveilla soudain l'excitation érotique refoulée depuis les émois de leur première rencontre pendant les fêtes nautiques de San Pietro le 29 juin. Comment pourrais-je rester insensible à ta beauté? Aucune femme n'a ta grâce esquise, et j'espérais cette rencontre depuis longtemps. La jeune fille rougit en écoutant ces propos galants. D'un geste mal assuré, elle lui tendit la main, qu'il s'empressa de saisir, et l'entraîna, proie consentante, à l'abri d'un épais buisson. Une semaine plus tard, ils étaient mariés, sans solliciter le consentement familial. Nous étions en 1295. Aurelia del Carretto, la jeune épousée, était la fille du marquis Giacomo del Carretto, qui avait été viguier impérial d'Italie du Nord en 1248 et était mort lors d'une bataille en 1268. Quant à François Grimaldi, il descendait d'Otto Canella, consul de Gênes en 1133, et il avait été chassé de sa ville natale quand les Guelfes, qui soutenaient le pape, et s'opposaient aux Gibelins, partisans de l'empereur d'Allemagne Frédéric II, avaient été sévèrement battus près de la ville. L'opposition entre les deux partis, Guelfes et Gibelins, avait pour origine une crise de succession en 1125 et elle entraînera des affrontements sanglants durant tout le XIIIe siècle. Francesco Grimaldi entendait bien laver l'affront que lui avaient infligé les Génois, et c'est ainsi que 2 ans après son mariage, en janvier 1297, il décida de s'emparer de la forteresse génoise du rocher de Monaco, au nom de son cousin Régnier. Il faut rappeler que Gênes, surnommée Superba, l'orgueilleuse, était alors une grande puissance, l'une des 4 républiques maritimes et commerciales italiennes, avec Venise, Amalfi et Pise. Un vieux proverbe dit fort justement « Génois, donc marchand ». Il faut bien voir que le profil du marchand génois, souvent galvaudé au cours des siècles, était en réalité le profil de la population tout entière de la ville, qui approchait alors et dépassait même sans doute le chiffre de 100 000 habitants, un chiffre que, à tort ou à raison, certains historiens français ne veulent pas accorder à Paris à la même époque. Cette population comprenait des personnalités et des caractères très disparates. Dante, qui avait toujours le mot aimable,
ira jusqu'à dire que les Génois avaient des mœurs différentes du reste du monde et cultivaient tous les défauts. Si l'on en croit Federigo Visconti, archevêque de Pise à la fin du XIIIe siècle, tous les Génois qui faisaient fortune dans les affaires voulaient devenir chevaliers. Et si l'on écoute Benedetto Cotrugli, un grand marchand de raguse au XVe siècle, tous les Génois qui étaient appauvris par des revers de fortune se faisaient pirates. Et nous allons voir qu'il n'avait pas tout à fait tort. En fait, il faut bien se rendre compte que c'est alors toute la Provence qui s'adonne à la piraterie, suivant cela l'exemple des Génois. L'arrière-pays est pauvre et le commerce riche. La Turbie et surtout Monaco s'activent. En 1297, Francesco Grimaldi, comme on l'a vu précédemment, s'est emparé de la ville. Bien que disposant d'une petite armée, c'est par la ruse qu'il deviendra le maître du rocher de Monaco, en se présentant déguisé en moine franciscain venu demander l'asile pour la nuit, afin de pénétrer dans la forteresse. Parvenu dans les lieux, il ouvre les portes durant la nuit à ses soldats. C'est de cet épisode qu'il tire son surnom, Malizia, le rusé. Il ne put cependant consolider sa conquête, et les Génois reprirent la citadelle en avril 1301. Mais il n'en demeure pas moins un personnage légendaire dans l'histoire de la principauté dont il est considéré comme le fondateur, en y établissant la dynastie des Grimaldi, qui règne toujours au XXIe siècle. Et son souvenir est d'ailleurs immortalisé sur les armoiries des Grimaldi par la présence, comme tenant de part et d'autre de l'écu, de deux moines franciscains qui brandissent l'épée, ainsi que par une statue grandeur nature près de l'enceinte du palais de Monaco. Sitôt sa prise de la ville, il se lança dans la course, la corso, en italien, s'en prenant surtout à ses anciens compagnons génois qu'il avait proscrits. La corso, la course, désignait alors l'ensemble des activités des déprédations maritimes réciproques entre chrétiens et musulmans, mais aussi entre chrétiens de pays en conflit. Charles, le fils de Régnier Ier, réussira à se faire reconnaître par la Provence angevine un droit de mer, si bien que la principauté commence son histoire en tant qu'État corsaire, se mettant le plus souvent au service du roi de France. Il ne faut pas confondre cependant corsaire et pirate. Le pirate est un bandit qui parcourt les mers pour piller les navires marchands pour son propre compte. Le corsaire, souvent désigné par le capitaine ou l'armateur d'un navire civil armé, est autorisé par une lettre de marque ou lettre de course à attaquer en temps de guerre tout navire battant pavillon ennemi. Cette autorisation peut être aussi donnée par le chef d'État ou le gouvernement d'un pays, comme celui de la France pour Monaco. Le corsaire se comporte donc comme un pirate, mais il agit dans un cadre légal. Toutefois, la frontière est ténue entre les deux, et le prince de Monaco n'hésitera pas à prélever un droit sur toutes les cargaisons passant à leur portée, sous prétexte qu'ils entretenaient des galères pour protéger le cabotage. Au XVe siècle, les navires pirates jouiront même de la complicité, plus ou moins effective, des Grimaldi et des seigneurs de Menton. Un véritable marché de receleurs s'établira dans la ville et la population s'y montra très habile à transformer en honnêtes marchandises les produits de rapine. En 1466, une galiote monégasque à bord de laquelle se trouvait Lamberto di Grimaldi, le seigneur de Monaco et de Menton, capture devant Marseille deux barques provençales chargées de blé et de fruits secs.
Marseillais protestèrent, mais en vain. Je crois entendre leurs cris de colère. Mais quelle époque! Les pirates autrefois étaient musulmans, aujourd'hui ils sont chrétiens. Jusqu'au début du XIe siècle, l'islam avait la maîtrise de la Mare Nostrum, et les Sarrasins ravageaient les côtes de Provence et atteignaient même parfois les grands cols alpins, d'où ils exigeaient péage. Évoquant la Méditerranée, on avait coutume de dire « Un chrétien peut à peine y faire flotter une planche ». Le plus célèbre des pirates turcs était Hüssan Aga. Après avoir arraisonné un navire, équipage et passagers étaient invités fort courtoisement à sa table. En le remerciant, les invités se faisaient un devoir d'offrir de somptueux présents, tout ceci se déroulant avec la plus extrême politesse. On savait toutefois qu'Hassan Aga pouvait avoir des colères terribles. Un jour de 1607, alors qu'il était de fort méchante humeur, il s'était emparé de deux galiotes et avait fait mettre à mort tout le monde, avant de transborder les marchandises et d'incendier les navires. Mais il était le plus souvent charmant et possédait un puissant pouvoir de séduction. Sa réputation dans ce domaine était telle que l'on raconte que certaines dames rêvaient d'être un jour prisonnières de ce singulier pirate. Mais la puissance sarrasine commença à s'effriter et les chrétiens prirent bientôt la prépondérance navale, grâce surtout aux grandes cités italiennes, ce qui permit les croisades, et cette période s'étendra jusqu'au XVe siècle. Avec la prise de Constantinople par les troupes ottomanes en 1453, qui mit fin à l'Empire romain d'Orient, également qualifié d'Empire byzantin, les Turcs s'imposèrent de nouveau en Méditerranée, les Européens s'intéressant surtout au Nouveau Monde et se contentant de défendre les côtes de la Méditerranée. Cette suprématie ne sera définitivement brisée qu'à la bataille de Lépante en 1571. Toutefois, elle fut constamment battue en brèche au XIVe siècle. La piraterie chrétienne va connaître de beaux jours. Les pirates arlésiens, marseillais, toulonnais et niçois, associés pour la circonstance, remontèrent le Rhône et ravagèrent les localités riveraines. Ils atteignirent même les faubourgs de Lyon en 1380. Pirates ou corsaires, on ne sait plus trop bien alors. Quoi qu'il en soit, on passa facilement du commerce honnête à la corso, la course qui a d'ailleurs pour origine le mot corsaire. Un passage du livre du consulat de la mer de Barcelone est très explicite à cet égard. Quand un bateau ennemi apparaît, le patron qui s'en rend compte doit demander aux marchands qui ont nolisé le navire s'ils désirent que celui-ci se lance à l'abordage de l'ennemi et tente de le capturer. Au moment de mourir, il semblerait que les armateurs de Marseille, comme ceux de Toulon ou de Narbonne, étaient souvent en proie au remords, comme on peut le constater en lisant leur testament. On y trouve en effet cette phrase révélatrice. « Je veux que toute chose injustement en ma possession et acquise par vol, rapine ou autre pareille façon soit restituée à leur légitime propriétaire. » Louable intention, mais qui, bien entendu, restait lettre morte pour leurs héritiers. Mais ne dit-on pas qu'il n'y a que l'intention qui compte? Au fil des siècles, courses et pirateries se feront encore plus acharnées et violentes, et les chrétiens se révélèrent souvent plus redoutables que les musulmans.
Les Catalans, notamment, multiplièrent les raids sur les côtes maghrébines, attaquant fermes isolées et emportant bétail et même volailles. Au XVe siècle, de véritables sociétés d'armement se constituent à Marseille et ailleurs pour faire la course. On verra même des ligues se constituer entre plusieurs ports du secteur méditerranéen. On ne recule désormais devant rien et les prisonniers des chrétiens, comme ceux des musulmans, sont torturés et vendus comme esclaves. Ces pratiques ont même cours entre chrétiens. On peut donc dire que celui qui s'embarquait en Méditerranée, qu'il soit chrétien ou musulman, n'était jamais sûr d'arriver à bon port. En 1560, voulant saisir le problème à bras-le-corps, Cosme de Médicis créa une sorte de force d'intervention contre les pirates, les chevaliers de Saint-Étienne, dont le siège se trouvait à Pise, et qui sont approuvés par une bulle du pape Pie IV en 1652. Mais la piraterie ne fut pas endiguée pour autant. Cette insécurité en mer n'empêcha pas pourtant au commerce d'être toujours plus prospère et en conséquence plus euphorique. À Marseille, il est à son zénith depuis la fondation de la Chambre de commerce, approuvée par lettre patente d'Henri IV en 1599. Loin de nuire au commerce avec l'Europe, la piraterie semble bien en avoir été le moteur essentiel. Alger en était en quelque sorte la capitale. À partir de 1671, la ville, au milieu du XVIIe siècle, est une véritable monarchie élective, choisissant son dé, son souverain, celui-ci recevant cependant l'indispensable investiture de Constantinople, qui exerce alors un contrôle méticuleux de la navigation en Méditerranée. La France traitera plusieurs fois avec Alger au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, mais sans l'aval de Constantinople. Ces accords n'influenceront en rien sur la piraterie qui apportait une bouffée d'oxygène à Alger. Sans elle, la ville connaîtrait la misère. Elle atteindra les 150 000 habitants au milieu du XVIIe siècle, dont 36 000 captifs et 4 000 renégats qui avaient renié leur religion ou leur patrie. Plus de la moitié de la population était européenne, l'autre moitié se composant de 130 000 morts, 6 000 Maurisques, 10 000 Levantins, 4 000 Kabyles, 4 000 Arabes et 7 000 Juifs. Il en résultait que l'on y parlait ce que l'on appelait la lingua franca, un mélange de français, espagnol, portugais, italien, turc et provençal. Un de nos consuls pourra bientôt écrire à Louis XIV « Les Provençaux prennent le turban aussi facilement qu'un bonnet de nuit. » On ne peut évoquer la piraterie en Méditerranée sans évoquer, même brièvement, l'un des grands pirates barbaresques, sans doute le plus emblématique, considéré même comme un véritable génie de la piraterie. Caïr Édit Barberousse. Né en 1746 dans l'île de Lesbos, nommé gouverneur d'Alger par Soliman le Magnifique, sultan de Constantinople, il obtint quelques années plus tard le titre de grand amiral de toutes les flottes ottomanes. Il est considéré par la plupart des historiens comme le père de la marine ottomane. Barberousse regroupa sous ses ordres plusieurs pirates célèbres. Sinan, juif de Smyrne, Aydin Hassan, renégat de Sardaigne, enlevé tout enfant de son village natal par des renégats, ou encore Draga, né en Anatolie de parents chrétiens,
enchaîné durant 4 ans dans un navire et racheté par Barberousse. Barberousse constitua une flotte imposante d'une centaine de navires, dont plus de 60 galères, construites selon sa propre conception. Il prit le poste d'ambassadeur de Soliman auprès du roi de France François Ier à Marseille et il terminera sa vie à Constantinople. Barberousse, dont même ses adversaires reconnaissaient l'intelligence et le courage, fut à la base de la fulgurante épopée barbaresque. Parmi les grands pirates barbaresques, il faut savoir que certains d'entre eux étaient des renégats, surtout hollandais et anglais. Je n'en citerai que 2, Simon Simonsen et Henry Mainwaring. Le premier est hollandais, et il est plus connu sous le nom de Simon le Danseur, probablement parce qu'il se faisait appeler parfois Danzer. Les musulmans, qui l'impressionnera beaucoup, le surnommèrent le diable, en raison de son astuce à toujours apparaître lorsqu'il y avait un bon coup à jouer. Il débute comme de simple matelot, puis devient corsaire au service des États généraux pendant la rébellion des Pays-Bas contre l'Espagne. Il se marie à Marseille, mais pris par la passion du jeu, il doit vendre son bateau et après avoir dilapidé le produit de la vente, décide de devenir pirate et vole une embarcation qui lui permet de s'emparer d'un grand navire espagnol dont il égorge l'équipage. La chance lui sourit désormais et à partir de 1605, ce remarquable marin va révolutionner la piraterie en enseignant aux Arabes la construction de bateaux ronds, de haut bord, pouvant affronter l'océan. Il leur apprendra également à maîtriser les courants de Gibraltar et à franchir le détroit, ce qui va leur permettre d'exercer leur talent dans l'Atlantique. Il devient la bête noire des Anglais et des Espagnols, mais il est aussi jalousé dans le milieu des musulmans, qui par ailleurs ne lui pardonnent pas de ne pas avoir abandonné sa religion, malgré les pressions. De retour à Marseille, après des années épiques et des centaines de navires capturés, il risque d'être pendu haut et court, mais Henri IV le réquisitionne pour une expédition qu'il projette contre les corsaires tunisiens de la Goulette. L'expédition est un succès et il récupère 450 canons et un butin de 400 000 couronnes. Dance peut désormais désintéresser ses créanciers, mais sa bonne étoile l'abandonne. Il est capturé à Tunis dans des circonstances mystérieuses alors qu'il escortait des navires de commerce marseillais et il est assassiné après avoir été abominablement torturé. Le second, Henry Mainwaring, était anglais, diplômé d'Oxford en 1602, mais il aime la mer et l'aventure. Grâce à la fortune familiale, il achète un petit voilier, la Résistance, et se fait pirate. Il devient vite un expert en ce domaine et écrit même un livre fort documenté sur les débuts et les coutumes de la piraterie, dans lequel il inventorie toutes les ruses employées pour tromper l'adversaire et étudie fort sérieusement les multiples raisons qui poussent un honnête homme à devenir pirate. En 1616, il aura l'audace de dédier son livre au roi Jacques Ier, qui lui avait pardonné ses méfaits. Après tout, il n'avait pris qu'une trentaine de navires anglais et assassiné tout de même leur équipage. Et le plus surprenant est que le roi se montre très satisfait à la lecture de ce guide du parfait pirate, au point qu'il sera même nommé gentilhomme de la Chambre du roi, puis membre du Parlement de Douvres en 1623, avant de mourir paisiblement dans son lit. Au XVIIe siècle, naissent les échelles du Levant, qui vont durer 200 ans. Le mot échelle vient du latin scala, qui donna escale.
c'est-à-dire l'endroit où l'on pose une échelle pour débarquer. Par extension, le terme désigna le lieu de débarquement des marchandises. Les principales échelles où les négociants français possédaient certains privilèges sont celles d'Égypte, de Syrie, de Palestine, de la mer Égée et celle de Barbarie. La cité phocéenne percevait une taxe de 20% sur les marchandises en provenance du Levant. Cet argent servait, théoriquement, à payer les consuls et les ambassadeurs de France. Par le biais du commerce, les relations des Marseillais avec les pays du Levant restent au beau fixe. Les négociants provençaux envoient leurs enfants en terre ottomane pour qu'ils y apprennent la langue. C'est ce que l'on appellera l'école des jeunes en langue, qui durera jusqu'en 1793. Le café fut aussi un facteur déterminant des relations entre la Provence et les pays du Levant. Il faut signaler qu'il fut introduit en France par le Marseillais Larocque, et le premier établissement public à en servir fut ouvert en 1672 rue de la Loge. Je disais précédemment que la piraterie, dont Alger était la plaque tournante, semblait bien avoir été le moteur essentiel des relations commerciales entre pays chrétiens et musulmans. Il semblerait que les barbaresques, qui en 8 ans, de 1613 à 1621, s'emparèrent de 940 navires de toute nationalité en Méditerranée, 940, était finalement considéré par la France comme un facteur d'équilibre et de stabilité. Un rapport très discutable adressé à Colbert précisait même que les corsaires de Barbarie n'ont pas peu contribué à écarter les Nordiques de ce lac français. Ils en sont les fidèles gardes-chasse. Louis XIV déclarera même « Si Alger n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer ». Alger vivait de la piraterie, et tout le monde en prenait son parti. Néanmoins, régulièrement, la capture et la vente comme esclaves de certaines personnalités connues suscitaient un certain émoi en France. Les exemples sont nombreux. Je n'en prendrai qu'un seul qui me permettra d'évoquer pour vous un personnage charmant, dramaturge et poète de talent. Jean-François Rognard, né à Dourdan, près de Paris, dans une famille de riches marchands des Halles. Rognard, ayant perdu son père à l'âge de 20 ans, se trouva maître d'une fortune assez considérable qui le destinait tout naturellement à rejoindre le grand monde où son esprit fut très apprécié, de même que ses poèmes et ses pièces de théâtre. Il a longtemps été considéré comme le meilleur poète comique français après Molière. Voltaire dira à son sujet « Qui ne se plaît pas avec Rognard n'est pas digne d'admirer Molière ». L'une de ses œuvres de théâtre la plus connue, critique subtile des mœurs et des usages de son temps, et Démocrite amoureux. Jean-François Rognard était un fort bel homme, toujours élégant, et qui eut très vite ses entrées à la cour où sa simplicité tranchait avec la pompe et l'arrogance d'un grand nombre de courtisans. Il lança à Versailles la mode de la ringrave, une sorte de culotte dont les jambes étaient très larges avec de nombreux plis. Elle était tellement large qu'elle ressemblait à une jupe. La ringrave était garnie de dentelles et de boucles de ruban très abondantes. Mais Rognard ne pouvait pas tenir en place et s'ennuya vite à la cour. Il résolut de voyager et commença à satisfaire en Italie sa passion pour le jeu qu'il garda toute sa vie. À Bologne, il s'éprit et devint l'amant d'une belle provençale mariée du nom d'Elvire. Devant rentrer en France avec son époux, elle proposa à Rognard de les suivre. Trop épris d'elle, il ne pouvait rien lui refuser. Et il s'embarqua donc avec le couple anglais au port de Civitavecchia dans une frégate anglaise en partance pour Marseille.
Ce qui devait être un voyage idyllique se transforma malheureusement en cauchemar. Le navire fut capturé avec tout l'équipage par des corsaires algériens, conduit à Alger et vendu au marché comme esclave en octobre 1678. Étant bel homme, à la fois prévenant et enjoué, et possédant par ailleurs d'incontestables dons culinaires, il fut nommé cuisinier par le prince Actem Thalem qui l'avait acheté. Très vite, son excellente cuisine, mais aussi sa bonne mine et ses aimables manières lui conquirent le cœur des favorites de son maître, et ce qui devait arriver arriva. Découvert en train de fricoter avec l'une d'elles, il fut aussitôt livré à la justice, et il allait être puni, selon les lois qui voulaient qu'un chrétien trouvé avec une musulmane expie son crime par le feu, ou se fasse mahométan. Pour le poète qui aimait la vie ardemment, le choix ne créait aucun problème de conscience. Cependant, en France, cette affaire commença à prendre de l'ampleur. L'échevin et poète marseillais Balthazar de Bonnecorse, qui fut consul de France au Caire, ému par le sort de Renard, intervint auprès du dey d'Alger qu'il connaissait bien et adressa par ailleurs une somme importante au consul français à Alger, le père Jean Levacher, afin de participer au rachat de l'infortuné poète, ainsi que de son valet de chambre et de la belle Elvire. Arraché à la fois au supplice, à l'esclavage et à la passion dévorante des femmes du harem, Renard débarqua à Marseille en 1681 et fut chaleureusement accueilli par Bonnecorse, qui venait d'être élu premier échevin de la ville. Bonnecorse remercia le dey d'Alger pour ses efforts afin de résoudre pacifiquement cette affaire. Mais l'amiral Duquesne, qui dirigeait la Royale, n'apprécia pas du tout, mais alors pas du tout, que tout se passe en quelque sorte derrière son dos, sans qu'il soit officiellement informé des tractations. Il était, d'après le comte d'Estrées, d'un caractère épineux et difficile. Il s'entendait mal avec le père Levacher. Partisan de la répression, il se présenta alors devant Alger avec 17 vaisseaux de haut bord, 16 galères et 30 autres bâtiments dont les redoutables galiotes à bombes. Le père Levacher tenta alors de s'interposer. Duquesne fit mine d'accepter de repartir avec toute sa flotte, mais précisa au père Levacher, sourire aux lèvres, qu'il lui restait 4000 bombes à jeter avant son départ. Affolé, le père Levacher, qui était impotent, se fit alors transporter auprès de lui dans un fauteuil accompagné d'un parlementaire turc. Duquesne se montra glacial. « Vous êtes plus turc que chrétien, lui reprocha-t-il. « Je suis prêtre, répondit le religieux. La négociation fut âpre et compliquée, mais sembla aboutir quand l'admiral accepta de lever le siège si les esclaves chrétiens étaient libérés et que l'amiral algérien Hadjin Hassan, surnommé Mezzo Morte à cause de son teint cadavérique, lui soit livré. Ce qu'il obtint sans peine, car il semblerait que le dey en avait presque aussi peur que les Français. Duquesne constata avec surprise qu'il avait déjà vu des cadavres qui avaient meilleure mine, et se laissa convaincre par le Reiss de leur renvoyer à terre. L'inflexible se laissa manipuler comme un novice. Mezzo Morte avait un plan bien précis dans la tête. Aussitôt revenu à Alger, il fit égorger le dey, prit sa place et exigea de Duquesne qu'il cesse ses bombardements et se retire sur le champ. Ulcéré d'avoir été berné, l'amiral recommença à bombarder Alger de plus belle. Mezzo Morte ne put alors contenir sa colère et s'écria que sa vengeance serait terrible. Quelques jours après, les Algériens attachèrent le père Levacher à la bouche d'un canon et ouvrirent le feu.
La coulevrine a été conservée au musée de Brest, où elle est surnommée la consulaire. 22 personnes furent exécutées le même jour, et de la même façon. Le nouveau-dé, autoproclamé, n'était pas un tendre. En 1688, la situation restant toujours explosive entre la France et Alger, Jean d'Estrées bombarda de nouveau Alger, croyant intimider Mezzomorte. Et de nouveau, celui-ci fit périr de la même mort que le père Vacher, le père Montbasson, vicaire apostolique, le consul Piolle et une quarantaine d'autres infortunés. Un nouveau traité sera finalement signé avec Alger en septembre 1689, mettant fin aux hostilités et permettant à Louis XIV de détourner la course contre les Anglais. Les bateaux musulmans seront même autorisés alors à hiverner dans les ports français, dont Toulon et Marseille. En 1708, le premier échevin, Jean-Pierre de Moustier, rendit un hommage appuyé à son prédécesseur, Balthazar de Bonnecorse, insistant sur les efforts du consul poète pour faire reconnaître la cité phocéenne dans toute la Méditerranée et en donner la meilleure image possible. Depuis Bonnecorse, les échevins de la ville jouaient très souvent le rôle de guides touristiques auprès des visiteurs de plus en plus nombreux en ce début de siècle. Ainsi, le 20 octobre 1718, Moustier fit visiter la cité phocéenne à Madame de Montrevel et à ses enfants. Celle-ci était la veuve du maréchal de Montrevel, un homme réputé pour sa très grande bravoure et qui était mort 2 ans plus tôt de l'effet d'une superstition très banale. Étant à table chez le duc de Biron, on versa malencontreusement sur lui une salière. Il fut pris d'une frayeur telle qu'il tomba en faiblesse. On le transporta chez lui, la fièvre le prit, et 4 jours plus tard, il mourait. La maréchale apprécia les monuments de la ville, et en particulier l'arsenal des galères. À la fin de son séjour, elle confia à Moustier. Mon cher ami, je dois vous avouer que j'admire le courage des Marseillais, qui ont si vaillamment repoussé l'invasion des Barbaresques il y a bientôt 50 ans. Un peu surpris, l'échevin opina de la tête. Il est probable que Madame de Montrevel pensait aux attaques ponctuelles des Barbaresques et autres pirates, dont l'audace ne connaissait pas de limite. Ainsi, en juin 1668, La Ciotat se plaignit d'être la ville la plus attaquée par les Barbaresques, probablement à cause de ces chantiers navals où l'on pouvait trouver des ouvriers spécialisés qui étaient des esclaves appréciés. On racontait aussi, à ce moment-là, que Marseille avait courageusement repoussé une incursion de grande envergure des Barbaresques en juillet 1661. Et c'est vraisemblablement à cet épisode que la maréchale se référait. La réalité était un peu différente. En fait, le 30 juillet 1661, 3 galères d'Alger avaient paru entre le château d'If, la chaîne du port et la Major. Elles s'étaient emparées d'une barque. Les garnisons du château d'If, Ratonneau et Saint-Jean n'avaient rien signalé, ce qui avait permis aux Barbaresques de surprendre les pêcheurs. On déplorait plus de 60 captifs, car les pirates avaient aussi rasié l'île de Jard et le petit port de Callelongue. Un des gardes de Marseille-Vert raconta qu'il y avait parmi eux des gens qui criaient en direction de Marseille. « Couillons, pélitres, nous savons que vous n'avez pas de quoi tirer un coup de pistolet !» En définitive, c'est l'arrivée inopinée de 6 galères de Naples, chargées d'infanterie, qui provoqua la fuite des agresseurs. L'affront avait été grand pour Marseille, et l'alerte avait été donnée jusqu'à Arles et Toulon. Mais les Marseillais possédaient déjà l'art de transformer un revers en victoire.
Mais au fond, se dit l'échevin Moustier, à quoi bon démentir un si joli conte et décevoir une dame de qualité? Mais il faut bien avoir à l'esprit que les consuls des Échelles, les échevins de Marseille, sans vouloir médire sur Jean-Pierre Moustier, ne s'empressaient pas de s'élever contre la piraterie ou la contrebande d'armes, car leur principal souci était de faire fortune par tous les moyens. Il ne faut pas toutefois généraliser, et un consul comme Jean-Baptiste Estelle, qui fut consul de France à Salé de 1689 à 1698, puis à Cède, en Syrie, de 1702 à 1711, fit tout ce qu'il était possible pour protéger les ressortissants français et assurer la sécurité des échanges. On peut dire qu'il passa 30 années de sa vie au service des autres. Rentré de Syrie, il se consacra au commerce avec le Levant, particulièrement avec Cède, et le 28 octobre, il sera nommé premier échevin de Marseille. Malheureusement, il porte une part importante de responsabilité dans l'épidémie de peste de Marseille en 1720. En 1695, la situation du commerce maritime français va devenir très grave. Il en est de même d'ailleurs de tout commerce honnête en Méditerranée. Et il faut bien dire qu'hélas, seuls s'enrichissaient ceux qui pratiquaient la contrebande des armes, procédaient à des achats plus ou moins clandestins des prises effectuées par les pirates, ou se livraient à l'odieux trafic des esclaves, qui, on le sait, est loin d'avoir disparu en Méditerranée à notre époque. En France, c'est Jean-Baptiste Colbert qui, lorsqu'il arriva aux affaires en 1665, comprit le premier l'importance pour le pays de posséder une flotte puissante. Pour le contrôleur général des finances et éminence grise du royaume, la supériorité navale de la France allait déterminer l'avenir du commerce maritime, en particulier en Méditerranée. De 1669 à 1683, Colbert fut également secrétaire d'État de la Marine. Le roi Soleil, s'il vouait une admiration sans faille à son armée, était fort peu intéressé au début de son règne par sa marine. Et c'est grâce aux efforts et à la détermination de Colbert, qui va réformer la marine royale, qu'elle montera en puissance alors que la marine espagnole, autrefois très forte, commencera à péricliter. Colbert fit construire de nombreux vaisseaux de guerre et surtout il rompit avec la tradition navale française qui perdurait depuis le Moyen-Âge, consistant à se fournir en bois de navire dans les États étrangers, notamment Gênes et Venise. Pour lui, la France était suffisamment boisée pour se passer d'importer du bois de l'étranger. Il faut savoir que la construction d'un grand vaisseau nécessitait alors d'abattre jusqu'à 4000 chênes. Aux yeux de Colbert, la forêt constituait à la fois une source de richesse importante, un trésor qu'il faut soigneusement conserver, disait-il, et une ressource indispensable pour la construction de navires. Sous Louis XIV, on ne se préoccupait guère de protection environnementale, et si on la préserva, ce n'est pas pour son écosystème, mais par intérêt militaire et économique. Colbert va donc réglementer l'abattage des arbres, avec pour objectif essentiel la conservation d'un quart de la surface des forêts françaises. Les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Les recettes des forêts passent de 50 000 livres en 1662 à 1 million 20 ans plus tard. En même temps, il réorganise les chantiers navals afin que la fabrication de navires puisse prendre un rythme industriel. C'est en grande partie la forêt royale de Fontainebleau qui va fournir le bois nécessaire. Colbert l'aménagea à cet effet en multipliant les chantiers de plantation dans ce but précis, car il faut savoir qu'au début du règne de Louis XIV,
moins de 20% de sa superficie était boisée. Et c'est ainsi que, grâce en partie à la forêt de Fontainebleau, comme le soulignera fort justement l'historien André Gisberg, l'empire de la mer Méditerranée fut assuré à la France par 40 galères. En moins de 2 décennies, la Royale devint même la première marine du monde. Après bien des péripéties, Louis XIV et les Turcs, qui ne cessaient de s'affronter en Méditerranée, posèrent les armes et conclurent un accord, la France s'engageant à faciliter le trafic turc dans ses ports. En échange, il lui fut donné toute latitude pour châtier au besoin les Algériens qui devenaient de plus en plus hostiles avec les navires arborant notre pavillon. Comme on peut l'imaginer, le divan d'Alger s'insurgea contre cet accord. En revanche, les relations entre Alger et les Marseillais restèrent correctes, et quelquefois même les pirates et les Marseillais s'entendaient fort bien. Le chevalier d'Arvieux raconte dans ses mémoires que le 11 janvier 1676, le navire du capitaine Sanson et celui de Mesomorto reviennent de Marseille. Ils y avaient escorté le bâtiment du capitaine David et un autre navire marchand qui venait de Syrie, très richement chargé, et qui, de crainte de tomber entre les mains des corsaires espagnols, s'était accommodé avec les 2 Algériens pour être convoyés. Les magistrats de la ville avaient fort bien reçu les corsaires. Si les Français construisirent plus de navires qu'auparavant sous l'impulsion de Colbert, et dans des délais très courts, je pense à la Réale, lancée dans l'arsenal des galères de Marseille et construite en 24 heures, un record, la stratégie navale française n'était pas toujours au top. Loin de là. Comme on pu le constater avec l'échec de la tentative de secours de Candie à Chypre, assiégée par les Turcs en 1669, ou bien encore 5 ans plus tôt, en 1664, le désastre de Gigeli. Nous avons évoqué les relations souvent tumultueuses de la France avec Alger, même si, comme on l'a vu, Louis XIV disait « Si Alger n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer ». Il faut dire un mot également sur celle avec le Maroc. Les Marseillais, depuis longtemps, commerçaient avec le Maroc et ses relations avec le sultan Moulay Ar-Rachid étaient excellentes. Mais avec le roi Soleil, le problème des esclaves français était un obstacle à de bonnes relations. Un traité sera toutefois signé à Saint-Germain-en-Laye en 1682. Pourtant, Tamik, l'ambassadeur du sultan Moulay Ismaël, qui avait succédé à Moulay Ar-Rachid, fut reçu de façon cavalière à Versailles par le roi. Il faut dire qu'il avait été précédé par une lettre du sultan demandant à Louis XIV de se faire musulman. Après la signature du traité, avant de repartir pour le Maroc, Tamik rendit visite aux Marseillais et aux Toulonnais, où il fut reçu chaleureusement. Le traité resta lettre morte, car si un grand nombre de captifs français purent regagner la France, Colbert voulait absolument garder les galériens marocains qu'il considérait comme des rameurs exceptionnels. Or, Moulay Ismaël exigeait la libération de tous ses compatriotes sans exception. Il y avait encore bien d'autres sujets de litige entre Louis XIV et le sultan. Mais il semblerait que Moulay Ismaël avait une grande admiration pour le roi Soleil. En dépit de multiples échecs, les négociations se poursuivirent entre les 2 pays et le sultan rejeta les échecs successifs sur les ministres français qui ne connaissaient pas la mentalité marocaine et assura qu'il n'avait aucun ressentiment contre le roi. Il en apporta d'ailleurs la preuve, et une preuve stupéfiante même, en novembre 1699, puisque Ben Aïcha adressa de sa part au comte de Pontchartrain
ministre de la Marine, une demande de mariage en bonne et due forme concernant la princesse de Conti, fille du roi et de sa favorite Louise de la Vallière. Voici un extrait du texte très étonnant de cette lettre. L'empereur, mon maître, a une véritable envie de faire alliance avec un aussi grand roi. Sa Majesté m'a donné plein pouvoir pour demander en mariage une princesse, fille de Sa Majesté, qu'on me dit être veuve et dont je ne me souviens plus du nom. Mon maître tiendra pour gloire d'être le gendre d'un si grand et puissant empereur, et tous les ports de son empire du Maroc lui seront ouverts, ainsi qu'à tous ses sujets. L'affaire fit grand bruit, et tout Paris éclata de rire en imaginant la fille de Louis XIV favorite d'un harem, et la demande resta sans réponse. Cependant, d'après certains auteurs, Pontchartrain aurait inutilement blessé le sultan par une lettre maladroite. Le roi du Maroc s'estimait l'égal de Louis XIV, et il va désormais se désintéresser de la France, dont il ne reçoit que des camouflés, et les relations franco-marocaines s'en ressentiront longtemps. Cette attitude un peu maladroite de la France envers les diplomates marocains, comme envers ceux des autres États maghrébins, nous sera dommageable. Louis XIV et Colbert étaient excédés par les lettres de protestation, de plaintes, de récriminations venant des pays maghrébins, et ils ne prenaient même plus la peine d'y répondre, ce qui ne fit qu'accroître l'incompréhension entre les deux civilisations. À vrai dire, rien n'est vraiment clair dans les relations entre islam et chrétienté en ce XVIIe siècle. Et il est difficile de s'y retrouver dans le jeu compliqué d'alliances et de luttes, parfois sanglantes, sous fond d'esclavage de chrétiens en pays musulmans et de musulmans en pays chrétiens, d'où une certaine anarchie. Les raïs les plus célèbres étaient des chrétiens, dont la conversion à l'islam ne devait pas être bien sérieuse. Quant aux chrétiens, ils ne se gênaient pas pour attaquer leurs coreligionnaires. Les exemples sont nombreux de navires pillés puis coulés, en prenant soin de faire disparaître les survivants afin de pouvoir accuser les Maghrébins. Au XVIIe siècle, la circulation maritime en Méditerranée est donc difficile. La piraterie est toujours très active. Les chevaliers de Malte luttaient avec une certaine efficacité et un courage exemplaire contre celle-ci. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou ordre souverain de Malte, né à l'époque des croisades, luttait avec opiniâtreté pour la réalisation de deux objectifs essentiels, le service des malades et la défense de la foi chrétienne. Le célèbre corsaire marseillais, le chevalier Paul, l'enfant des châteaux d'If, qui fit toute sa vie la chasse aux barbaresques et que les multiples exploits et la bravoure avaient hissé au rang des plus grands marins de la flotte française, comme Corentin de Trouville ou Auquincourt, croisa à maintes reprises les chevaliers de l'ordre de Malte, et à chaque fois il était fasciné par la faïence de ces soldats émérites, ainsi que par la puissance de leur foi. Il sollicita donc son entrée dans l'ordre. Un exemple de sa bravoure. Un jour, pointant lui-même le canon, un seul boulet lui suffira pour démater et réduire de la sorte à l'impuissance, au large de Naples, l'énorme et fier vaisseau amiral de l'illustre Don Juan d'Autriche. Ces exploits lui vaudront d'être anobli par Louis XIV en 1649 avec le titre de comte et la nomination au grade de chef d'escadre, et l'ordre fut ravi de l'accueillir dans ses rangs. À la bataille de Lépante en octobre 1571, les chevaliers de Malte s'illustrèrent par leur courage, mais subirent des pertes énormes proportionnellement à leurs effectifs. Ce sont probablement des problèmes de recrutement qui les conduisirent à créer les chevaliers de minorité.
Ils commencèrent en effet à accueillir dans leur rang, contre une somme conséquente, des adolescents et même des enfants de la noblesse, auxquels ils donnèrent une éducation leur permettant de devenir d'excellents marins et d'obtenir un commandement à l'âge adulte. En quelque sorte, une haute école de piraterie, aux travaux pratiques particulièrement efficaces, puisque l'ordre continua à mener une guérilla incessante au barbaresque. À la fin du XVIIe siècle, l'ordre commença à entamer son déclin, malgré l'intervention, malgré l'innovation des chevaliers de minorité et ces grands capitaines qui continueront à s'engager dans la royale. En revanche, la piraterie explosait, en même temps que l'autorité turque sur les bases maghrébines devenait tout à fait théorique. La Méditerranée restera très longtemps le domaine réservé des pirates. La France ne possédait plus la primauté maritime. Cela ne l'empêcha pas toutefois d'engranger quelques succès. Mais la grandeur n'y est plus. Notre flotte est vieillissante, comme notre roi. Louis XIV a appauvri la France pour financer la guerre. Les caisses sont vides. La marine est sacrifiée. De 100 bâtiments en 1700, on passe à 90 l'année suivante. La France conserve jusqu'en 1705 une flotte honorable, mais en 1708, un seul navire est construit, puis plus aucun ensuite. Les navires restants sont condamnés à être démantelés. La forêt de Fontainebleau pouvait respirer, me direz-vous. Sans doute, mais pour peu de temps, car elle sera victime en 1709 d'un terrible hiver qui nécessitera un complet réaménagement de sa flore. Dès le XVIIIe siècle, toute une imaginerie de la piraterie voit le jour. Une piraterie, disons, plus raisonnable, plus chevaleresque, avec l'abandon définitif des abordages, car la vie humaine devient plus précieuse. Les pirates en Méditerranée étaient désormais, essaient en tout cas désormais d'impressionner les bateaux attaqués en tirant des coups de semonce et en arborant des pavillons censés inspirer la terreur. Certains pirates seront même présentés comme des sortes de Robins des Bois. En fait, pirates et corsaires sont alors plutôt des chefs d'entreprise qui gèrent au mieux leurs petites affaires. Même si la guerre de course avait disparu en France en 1815, à la fin de l'Empire, il fallut attendre 1856 pour qu'elle soit officiellement abolie par le traité de Paris. Elle n'était en fait plus vraiment productive. Par ailleurs, on assistait à une vraie spécialisation des flottes, avec d'une part des navires de commerce, de l'autre des navires de guerre. Mener des opérations de guerre à bord d'un bateau de commerce, comme ça avait été souvent le cas, n'était plus envisageable. C'est par ailleurs l'époque où apparaissent les premiers bâtiments de guerre modernes, dotés de machines à vapeur. Toutefois, des pratiques pouvant s'apparenter à la course sont encore observées durant la guerre de sécession aux États-Unis, et les fameuses attaques des U-boats, les redoutables sous-marins allemands, contre les marines marchandes alliées durant la Première Guerre mondiale, n'en étaient pas très éloignées. La piraterie en Méditerranée est loin d'avoir entièrement disparu en ce début du XXIe siècle. Mon évocation des pirates et des corsaires s'arrêtant, comme indiqué dans le titre de cette rencontre, à la royale, il n'était pas de mon propos d'évoquer la piraterie telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui reste toujours active en Méditerranée et ailleurs. Je ne vous ai donc pas parlé
de ces nouveaux pirates qui sévissent le long des côtes somaliennes, arraisonnant souvent très violemment bateaux de plaisance et même pétroliers, et entravant la libre circulation des personnes et des marchandises, ni des problèmes dramatiques en Méditerranée dont les médias nous font écho. Force est malheureusement de constater que ces problèmes, qui sont d'abord humains, sont de plus en plus d'actualité. Alors, ne croyez-vous pas qu'il serait urgent de les examiner sérieusement, et surtout d'éradiquer au plus vite ce que je n'hésite pas à appeler un fléau, de façon que la piraterie ne soit plus qu'un phénomène des siècles passés, et que l'on ne retrouve plus que dans les livres d'histoire, les romans et les films d'aventure. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.